La Fraîche Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fraîche Morning. Et ça se passe sur Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. On a vu les photos de ce qui s'est passé au Niger, mais c'est violent. Hein. Oui, malheureusement. T'en as parlé hier, non? Oui, j'en ai parlé hier, d'autant plus que maintenant, qu'est-ce qui va... En fait, cet attentat-là a relancé, si tu veux, l'inefficacité du système sécuritaire nigérien en partie et l'incapacité pour ce gouvernement-là à pouvoir faire face aux nombreux groupes armés qui pullulent dans la région. Parce qu'évidemment, il faut savoir que Al-Qaïda, pour le Grand Sahel, a dit qu'il n'avait rien à voir avec cet attentat-là. Donc ce n'est pas un attentat terroriste, semble-t-il. Mais maintenant, tout semble penser qu'il s'agit d'un attentat criminel, purement criminel, parce que ces personnes-là se sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment, même si, il ne faut pas l'oublier, comme je l'ai dit hier, la ville de Kouré est située à 70 km de Niamey, donc c'est une ville qui est touristique et qui avait été toujours cataloguée comme étant une zone sûre. Donc le fait que des groupes, des personnes armées ont pu déjouer tous les services de sécurité qui sont dans la zone et ont pu se rapprocher aussi proche de Niamey et commettre un tel crime, évidemment, en dit long sur l'état de déliquescence du système sécuritaire nigérien. D'accord. Ce matin, on parle de quoi? Ce matin, on va parler du Liban, puisque apparemment, ça va de pire en pire. Après l'explosion, le 4 août dernier, d'un entrepôt où étaient stockées 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui avait causé la mort de 160 Libanais, causé plus de 4000 blessés et des dizaines de portés disparus, sans oublier plus de 300 000 personnes qui sont aujourd'hui sans abri. Cette explosion a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a évidemment suscité de nouveau la colère de la rue libanaise. Et donc, malgré tous les alternements du Premier ministre Hassan Diab pour essayer de stabiliser ce qui en fait n'était plus véritablement comme étant un gouvernement uni, il a dû se rendre compte à l'évidence qu'il ne pouvait plus tenir les rênes du gouvernement et donc il a annoncé hier sa démission et celle de son gouvernement. Alors la démission a été acceptée par le président Michel Aoun, mais qui a demandé quand même à Hassan Diab de toujours de demeurer en poste pour continuer à assurer la gestion des affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Alors, ce qui est caractéristique ici, c'est les raisons pour lesquelles Hassan Diab a décidé de jeter l'éponge. Alors, lui ne jette pas l'éponge selon ses propos, à cause de la pression populaire. Non, lui jette l'éponge parce qu'il dit qu'il s'est rendu compte que le système politique libanais actuel est irréformable et que il est gangréné à l'intérieur par des pesanteurs qui sont liées d'abord à des considérations confessionnelles, deuxièmement du fait aussi de la corruption endémique qui pullule en fait, qui dégrade, qui empêche véritablement le pays d'avancer. Et c'est cette corruption-là endémique qui fait qu'aujourd'hui, il est impossible d'apporter du changement tant dans les mentalités, tant dans le fonctionnement des institutions libanaises. Donc pour lui, en l'état actuel des choses, il faut une réforme totale du système politique libanais, non pas seulement du gouvernement. Quand il dit le système total, c'est revoir totalement l'exécutif, revoir le législatif et également revoir le judiciaire. Alors pour lui, c'est seulement par cette réforme totale du système politique libanais que l'on pourra véritablement aboutir à un changement et
sortir éventuellement le Liban de la crise dans laquelle il se trouve. Parce qu'il faut savoir que la crise maintenant liée à l'explosion qui s'est produite le 4 août dernier n'est qu'une crise qui est venue s'ajouter à d'autres crises. Il ne faut pas l'oublier. Depuis octobre 2019, le Liban est en proie à des manifestations de rue qui avaient déjà reproché au gouvernement précédent qui était dirigé par Saad Hariri son incapacité à faire face aux difficultés notamment économiques auxquelles faisait face le Liban. Il faut savoir que depuis l'année dernière, le Liban a connu une dépréciation de sa monnaie, à savoir la livre libanaise, qui a perdu plus de 80% de sa valeur. Ça a entraîné une hyperinflation, donc une augmentation exponentielle des prix de matière, des prix de consommation au courant. Il y a aussi évidemment la corruption endémique qui empêche véritablement à l'administration de pouvoir fonctionner de manière optimale. Et donc, à cela, la rue avait déjà commencé à attaquer le gouvernement pour lui demander de démissionner en raison de son incapacité à pouvoir gérer le pays. Et c'est ce qui s'était passé en janvier dernier, puisque Saad Hariri avait dû rendre l'éponge. Et c'est ainsi que on avait choisi quelqu'un qui n'avait pas véritablement, qui n'avait pas de manière officielle, ou qui n'avait pas dans son passé des rapports avec aucun groupe confessionnel qui était en activité, que ce soit avec les chrétiens, les sunnites ou les chiites. Et donc on avait privilégié la mise en place d'un gouvernement de technocrates. Et Michel Hassan Diab en est un. Il est professeur d'université de formation. Il avait même été pendant un très court temps ministre de l'enseignement supérieur dans des gouvernements de Saad Hariri. Et donc lui, il avait constitué à la demande, notamment pour répondre véritablement à la demande, à la volonté du peuple libanais, mettre en place un gouvernement de technocrates. Ils ne voulaient plus voir d'hommes politiques parce qu'ils estimaient que les hommes politiques sont justement la raison pour laquelle le Liban se trouve dans cet enlisement-là. Et donc, malheureusement, ce gouvernement-là n'a pas pu tenir long feu, puisque d'une part, il a dû faire face rapidement à la réalité de la société politique libanaise, à savoir que le pays est partagé entre divers groupes qui tiennent le pouvoir à plusieurs niveaux, et ces groupes-là, et on ne peut pas gouverner le Liban actuellement sans tenir compte évidemment de la volonté de ces différents groupes socio-confessionnels-là. Et donc c'est ce qui a fait que très rapidement les ministres avaient dû essayer de composer avec ces forces politiques-là en présence, et semble-t-il cela n'a pas pu aboutir. La situation s'est particulièrement dégradée la semaine dernière, puisque après l'explosion du 4 août, jeudi dernier, le Premier ministre Hassan Diab a dû convoquer un conseil des ministres dans lequel il avait justement évoqué deux possibilités. La première, c'est au niveau du traitement judiciaire du dossier lié à l'explosion. Il ne voulait pas que, évidemment, dans le code pénal libanais, il faut savoir que pour lancer une procédure judiciaire qui pourrait concerner certaines personnalités politiques et autres, il faudrait d'abord avoir l'aval du Parlement. Or, il sait que le Parlement est dirigé par les chiites, selon le partage du pouvoir sur le plan confessionnel. Il faut savoir qu'au Liban, le président de la République est chrétien, le Premier ministre est sunnite, et le président de l'Assemblée nationale ou du Conseil législatif, il est chiite. Et donc, il savait qu'il fallait composer avec les chiites qui sont dominés principalement par le Hezbollah, qui est tenu d'une main de fer par son dirigeant Hassan Nasrallah. Et donc, il fallait composer avec eux, mais avec le risque de le voir, avec l'impossibilité, s'il composait avec le Hezbollah dans la mise en œuvre de l'enquête qui devrait essayer d'éclaircir sur les responsabilités liées à cet événement-là, il aurait peu de chances que cette enquête-là puisse aboutir, tant évidemment si des personnalités, qu'elles soient issues du Hezbollah ou des partis sunnites et autres, étaient impliqués, il aurait eu très peu de chances que cette enquête aboutisse. Et donc, c'est la raison pour laquelle il avait décidé de saisir la justice sans en référer au président de l'Assemblée nationale. Et donc cette action-là de la part de Hassan Diab avait entraîné notamment la colère des responsables, du responsable notamment de l'Assemblée nationale, Nabi Berri. Et donc le président de l'Assemblée nationale, Nabi Berri, avait en quelque sorte essayé de court-circuiter cette volonté d'Hassan Diab de mettre en place une commission indépendante d'enquête. Cette
commission indépendante-là qui devait s'appuyer notamment sur le terrain avec des équipes d'experts qui venaient de l'étranger et non pas des équipes d'experts libanais. Il y avait deux équipes qui avaient été mandatées. La première, c'est une équipe française, notamment celle qui avait fait les enquêtes sur l'explosion de même type qui avait eu lieu en 2011 à une usine AZF à Toulouse. Et puis la deuxième enquête était évidemment dirigée par une équipe américaine qui est spécialisée dans ce type d'événements-là. Et donc, le fait qu'il ait décidé d'appeler des experts étrangers sans en référer d'abord à l'Assemblée nationale, avait entraîné la colère de Nabi Berri. Et donc, celui-ci aurait, semble-t-il, mis en œuvre tout un processus selon les analyses qui sont faites de la situation, a empêché donc à Assane Diab de pouvoir continuer à exercer sa gestion du gouvernement. Et donc, il a dû se rendre compte qu'il avait en face de lui des personnalités ou des groupes trop puissants qui n'allaient pas lui permettre, évidemment, de continuer à travailler de manière sereine, particulièrement sur cette question du dossier lié aux explosions du 4 août dernier. Et donc cette incapacité-là, en plus, le gouvernement Assane Diab avait été fragilisé dimanche et lundi dernier par la démission de 4 ministres de son gouvernement, à savoir la ministre de l'Information Manal Abdel Sama, qui, elle, est partie dimanche dans la matinée. Elle a estimé que le gouvernement en question ne pouvait plus répondre aux attentes des Libanais. Et dans l'après-midi de dimanche, on a eu le ministre de l'Environnement et du Développement administratif, Diamanos Qatar, qui lui aussi était parti parce qu'il estimait que ce gouvernement n'avait pas pu saisir les nombreuses opportunités qui s'étaient présentées à elle. Dans la journée de lundi, c'est le ministre de la Justice, Marie-Claude Nadjm, et dans l'après-midi, le ministre des Finances, Gazi Bouazini, qui eux aussi avaient décidé de quitter le cabinet Assane Diab. Et donc, cette démission-là des 4 ministres avait bien entendu précipité la chute du gouvernement d'Assane Diab. Et donc celui-ci, puisqu'il était devenu même minoritaire au sein de son propre cabinet, n'avait plus la possibilité de continuer à exercer le pouvoir. Et donc il s'est rendu à l'évidence que en la situation actuelle, d'une part, il était contesté par la rue, parce que la rue, évidemment, estime que les résultats qu'elles attendent ne sont toujours pas là. La deuxième chose, c'est qu'il est contesté de l'intérieur par des pouvoirs, par des forces politiques internes qui l'empêchent de pouvoir travailler sereinement. Et donc, conscient de cela, et en plus avec la démission de certains de ses ministres, il a décidé qu'il était temps pour lui de jeter l'éponge. Maintenant, la question est qu'est-ce qui va advenir du Liban? C'est une question assez difficile parce qu'il faut bien comprendre que, étant donné la structuration, comme je l'ai dit, de l'échiquier politique libanais, il faut, pour mettre en place un gouvernement, il faut déjà négocier avec les 3 confessions religieuses qui dominent la vie politique depuis plus de 30 ans, donc les chrétiens, les chiites et les sunnites d'une part, et deuxièmement, il faut également non seulement tenir compte de cet équilibre-là, mais il faudra aussi essayer de tenir compte de la volonté du peuple libanais de voir véritablement une réforme, en fait, de voir émerger de nouveaux visages dans la politique libanaise. Parce qu'ils estiment que ce soit Michel Aoun, que ce soit Hassan Nasrallah, que ce soit Nabi Berri, le président de l'Assemblée nationale, qui est en fonction depuis 27 ans, donc pour la plupart des Libanais, ce sont ces personnalités-là qui sont responsables, qui sont à l'origine de la déliquescence du Liban. Et donc, il faut de nouvelles personnalités. Mais les nouvelles personnalités seules ne suffisent pas. Parce qu'on l'a vu avec le gouvernement Assane Diab, il y a eu de nouvelles personnalités qu'on a essayé de faire émerger. Mais celles-ci se sont heurtées à une farouche opposition de ces groupes puissants, tapis dans l'ombre et qui ont toujours dirigé la vie, qui ont toujours dominé la vie politique libanaise. Et donc, il faut se rendre compte à l'évidence que ça ne passera pas, évidemment, dans la configuration actuelle. Le changement ne pourra pas venir par là. La deuxième chose, c'est que tant qu'il ne va pas aussi émerger, tant que les différentes manifestations de la rue auxquelles on assiste depuis des mois au Liban ne se transformeront pas en véritable mouvement politique à la tête desquels on verra émerger de nouveaux leaders, et là aussi il n'y aura pas de possibilité de voir les choses évoluer, puisque si vous faites un mouvement politique dans la rue, tant que vous n'arrivez pas à in fine à le structurer, à lui donner un visage, à lui donner un fond, une consistance politique, ce mouvement-là
ne va s'arrêter qu'à la rue et à terme, il sera plutôt considéré comme une espèce d'épiphénomène qui est plutôt dominé par des espèces de vandales qui veulent plutôt s'adonner au pillage des biens publics plutôt que à véritablement agir pour la réforme du pays. Et donc, tant que ce mouvement politique-là ne va pas voir émerger des leaders qui vont un peu à l'image de ce qu'on peut observer au Mali, où on sait que dans le mouvement du 5 juin M5 RFP, il y a au moins déjà un visage tutélaire qui est en la personne de l'imam Mahmoud Dicko, qui est là déjà et qui incarne véritablement ce mouvement de rue-là. Au Liban, il faudrait aussi qu'on arrive à ce niveau-là, mais pour le moment, le mouvement est tellement hétéroclite, même si, à la différence des groupes politiques, ce mouvement arrive à fédérer l'ensemble des Libanais, quelle que soit la confession d'origine, la confession religieuse d'origine. Ça, c'est un facteur déjà positif, en ce sens que tous les Libanais, quelle que soit leur confession, se reconnaissent dans les difficultés auxquelles ils font face et donc ont décidé de se mettre ensemble pour essayer de dénoncer ces injustices auxquelles ils font face. Mais tant que cela ne va se limiter qu'à la dénonciation dans la rue et que tant que tous ces mouvements ne vont pas se muer en véritable mouvement politique avec des revendications politiques, avec des leaders politiques portés à leur tête pour évidemment véhiculer ce message-là, les choses ne vont pas avancer et le Liban ne sera pas sorti de l'auberge d'ici plusieurs années même. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la question de la politique internationale. Ce matin on était au Liban. Restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.